Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, Trump a signé un accord de paix historique avec l'Iran. Samedi, l'Iran referme le détroit d'Ormuz. Dimanche, Trump dit n'importe quoi et les Iraniens quittent la table des négociations en Suisse. J'invente rien, c'est simplement le déroulé de la semaine. Et encore, c'est un peu succinct. C'est juste le temps qu'il aura fallu pour qu'un accord de paix se transforme en mauvaise blague. Et le pire dans tout ça, c'est que les marchés s'en foutent complètement. Littéralement complètement. On va ouvrir lundi presque comme si de rien n'était. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être la panique pour l'instant. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi un accord de paix qui dure 5 jours peut quand même faire flamber ou pas un baril de pétrole. Et pourquoi, pendant ce temps-là, pratiquement personne sur les marchés n'a vraiment peur. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous montrer un chiffre qui devrait normalement vous empêcher de dormir un tout petit peu. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 22 juin 2026 et aujourd'hui, je vous parle depuis le Canada. Eh oui, je suis en vacances, mais non, je ne vous lâche pas et on a un programme chargé ces prochains jours. Accord de paix bidon, Détroit qui clignote comme une guirlande de Noël et un marché qui carbure à l'IA comme si le reste du monde n'existait plus. Allez, c'est parti et tout ça depuis Montréal. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc reprenons depuis le début, parce que franchement, même moi, j'ai eu besoin d'un café supplémentaire pour comprendre toute cette chronologie. Mercredi dernier, Trump et le président iranien signent donc un protocole d'accord, 60 jours de négociations extensibles, réouverture du détroit d'Ormuz, levée du blocus naval américain et un chèque, accrochez-vous, un chèque de 300 milliards de dollars pour l'Iran, 300 milliards prélevés sur les impôts américains pour revenir là où on en était il y a encore 4 mois. Alors je vous donne vite un chiffre qui va vous éclairer sur la qualité de cet accord. Sur les 14 points négociés, il y en a 10 qui favorisent l'Iran et il y en a un qui favorise les États-Unis. Le reste, ça sert quasiment à rien. Donc le pays qui a perdu militairement cette guerre repart donc avec le plus gros chèque et la meilleure position de négociation. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre, moi je trouve en tout cas, et je ne sais pas si vous savez ce que Trump a dit pour justifier ça. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse au G7 la semaine dernière, qu'il avait peur d'une catastrophe économique s'il continuait la guerre. Alors, je vais traduire ça autrement pour que tout le monde comprenne. Et j'ai eu peur pour le S&P 500, donc j'ai signé n'importe quoi. Et puis, vendredi, même pas une semaine après la signature, Israël a repris ses frappes sur le Liban. Samedi, l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz en guise de représailles et officiellement il disait que c'était la première étape avant d'autres mesures qui, on n'en doute pas, doivent être hyper sympathiques. Et donc on a un accord de paix le mercredi, un détroit refermé le samedi suivant. Donc c'est exactement comme signer un contrat de mariage le matin et déposer les papiers du divorce l'après-midi parce qu'on s'est embrouillé sur le plan de table pour savoir qui allait s'asseoir à côté de mamie. Bon, par contre, les Iraniens disent que c'est fermé, mais les Américains, eux, ils démentent dans la foulée. Centcom a dit que le trafic n'a jamais été aussi fort. C'est une autoroute dans le détroit d'Ormuz. 55 navires marchands, plus de 17 millions de barils transportés samedi. C'est la folie. Un record même en temps de non-guerre. J.D. Vance l'a dit lui-même, il a dit à peu près, c'est plus qu'avant la guerre. Donc, vous avez dans le même week-end, l'Iran qui dit que c'est fermé, les États-Unis qui disent ouvrez les yeux, ça n'a jamais autant circulé, et des bateaux qui continuent à traverser le détroit d'Ormuz dans les deux cas, avec leur transpondeur éteint durant la nuit, à petits pas, enfin en flottant discrètement. Ormuz, c'est plus une voie maritime, c'est devenu un théâtre d'improvisation où chaque camp joue sa propre pièce sans jamais avoir lu le script de l'autre. Par contre, moi, je vous pose quand même une question qui semble être la vraie question du moment. Est-ce que vous pensez sincèrement que sur une région qui se tire dessus par épisode depuis 50 ans, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un protocole signé en 3 minutes sur une vision-conférence de Google Meet va tout régler et tout effacer ? Aujourd'hui, il y a un sondage qui vient de sortir. 67% des Israéliens jugent cet accord mauvais pour leur pays. 9% le trouvent bon. Bon, ils n'ont pas fait de sondage aux States parce que 70% des Américains ne savent même pas où est l'Iran. Netanyahou continue, lui, de bombarder le sud Liban. Le Hezbollah dit respecter le cessez-le-feu tout en menaçant de ne rien tolérer. Les deux camps prétendent honorer un accord qu'ils sont en ce moment même en train de piétiner sur le terrain. Et tenez-vous bien,
Parce que là, il y a un twist que personne ne mentionne. À qui profite vraiment la levée des sanctions côté iranien? En tout cas pas au peuple iranien qui, lui, est celui qui morfle à tous les coups. Plutôt aux gardiens de la révolution. Ceux-là même qui contrôlent un empire qui va du pétrole aux télécoms en passant par les ports et la construction. La loi iranienne oblige les entreprises étrangères à s'associer avec des partenaires locaux pour investir. Donc, devinez qui sont, comme par hasard, les mieux placés pour être ces partenaires. Et oui, les clones qui gèrent et qui gardent la révolution. Donc on a un accord censé pacifier la région, qui va surtout renflouer l'organisation la plus radicale du pays, qui, je le rappelle pour mémoire, est classée organisation terroriste par Washington. Ce protocole, c'est pas un espoir de paix, c'est un pansement posé sur une hémorragie avec une date d'opération et d'expiration extensible si besoin, ce qui en langage diplomatique veut dire absolument aucune idée de quand ça pourra se terminer. Et pour la touche finale du week-end, pendant que tout ce petit monde négociait au Burgenstock, en Suisse, dans un palace 5 étoiles, au bord du lac des Quatre Cantons, oui, de luxe à profusion, pendant qu'on bombarde, on se bombarde à quelques milliers de kilomètres, ça ne choque plus personne. Donc pendant ce temps-là, Trump n'a pas pu s'empêcher d'avertir l'Iran de tenir le Hezbollah en laisse. Les Iraniens ont trouvé ça insultant, il paraît. Du coup, ils ont quitté la table des négociations, tout en précisant dans la foulée qu'ils restaient engagés dans les négociations. Je vous laisse apprécier la cohérence de cette bande de clowns des deux côtés. Bon, maintenant accrochez-vous parce qu'on arrive au vrai sujet du jour, celui qui devrait normalement tous nous interpeller, un tout petit peu. Cette bombe à retardement géopolitique ne va probablement rien changer à l'ouverture de lundi matin. Le pétrole, lui, il a déjà pris une claque la semaine dernière, il peut rebondir un petit peu, mais bon, après les 7,74% de la semaine dernière à la baisse, on n'a pas l'air d'être trop stressé. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas stressé? Eh bien parce que le marché du pétrole a appris en 4 mois de guerre. Il y a une chose essentielle, il faut ignorer les communiqués officiels et ne regarder que les bateaux qui bougent réellement au travers du détroit d'Ormuz. Et là, on touche au cœur du problème. Tout le monde sur les marchés a compris la mécanique Trump. Il ne peut pas se permettre de tout faire exploser avant les midterms. S'il fait ça et que le S&P 500 corrige de 15% cet été, il est politiquement mort, donc il va plier. Il pliera, toujours. Et tant que ça monte, plus personne ne regarde vraiment ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et pendant qu'on s'échangeait des noms d'oiseaux à Lucerne, l'autre histoire de l'année continuait, elle, à tourner à plein régime. Oui, parce que l'intelligence artificielle a ajouté à elle seule 6 000 milliards de dollars de capitalisation depuis le 1er janvier. 6 000 milliards. Pendant que tout le reste du S&P 500, donc tout le reste, perdait 1 000 milliards. Une seule semaine, celle du 17 juin, a vu entrer 119 milliards de dollars dans les fonds actions américains. C'est un record absolu. Et les retail traders, eux, s'amusent avec des volumes d'options qu'on n'a jamais vus. On n'investit plus aujourd'hui, on parie, et on parie de plus en plus gros sur les mêmes tickers, encore et encore. On est donc quasiment au plus haut de tous les temps, c'est la tech qui tire tous les marchés, absolument tout. Il n'y a pas un autre secteur qui peut compenser le truc, et on est en pleine euphorie, et on continue, là encore, à parier de plus en plus gros. Il y a un truc de bizarre quand même. Petit aparté maintenant, parce qu'il y a un sujet dont on parle très peu, mais c'est quand même un tout petit peu une erreur à mon sens, c'est le grand cycle mondial de baisse des taux qui est officiellement terminé. En tout cas, qui a l'air d'être officiellement terminé. Sur 52 banques centrales dans le monde, en mai, on a eu un équilibre parfait entre celles qui montent et celles qui baissent leurs taux. Du jamais vu depuis 2021, juste avant 3 ans de resserrement monétaire brutal. La BCE vient de remonter ses taux, la Banque du Japon aussi, à son plus haut niveau depuis 1995. Et côté Fed, on a Kevin Warsh qui prend les commandes avec un programme de refonte totale, 5 groupes de travail pour tout repenser jusqu'au bilan de la Banque centrale. Alors moi, je vous dis juste ceci, un monde où plus aucune banque centrale ne baisse ses taux par défaut, combiné à un pétrole qui peut repartir sur la moindre crise de nerfs made in Trump qui viendrait piétiner un accord de paix, ce n'est clairement pas le cocktail dont des marchés au plus haut de tous les temps, qui pressent déjà la perfection sur les 20 prochaines années, ont besoin dans l'immédiat. Donc voilà où on en est en ce début de semaine. Un accord de paix signé il y a 5 jours, déjà fissuré, bien entamé, un détroit qu'on ferme et qu'on rouvre au gré des communiqués de presse, des négociateurs réunis dans un palace suisse pour sauver un protocole qui n'a même pas survécu une semaine en restant intact. Et un marché qui regarde tout ça en attendant une seule chose, la bonne nouvelle qu'ils veulent faire monter encore un peu plus haut, parce que les mauvaises, on s'en fout royalement.
La vraie question, c'est pas de savoir si ce cessez-le-feu va tenir. Honnêtement, sur 50 ans d'histoire dans cette région, je suis même pas sûr qu'il faille prendre le pari. La vraie question, c'est de savoir combien de temps encore le marché va pouvoir continuer à regarder ailleurs avant qu'un seul mauvais tweet, un dimanche soir, ne vienne tout faire dérailler d'un seul coup. Le pétrole, lui, a déjà rendu son verdict cette semaine. Pour l'instant, c'est le marché qui a raison contre les gros titres. On verra combien de temps ça dure. Avant de terminer, on notera 2 rumeurs pour commencer la semaine. Le Premier ministre britannique serait sur le point de démissionner et AbbVie serait sur le point de racheter Apogee Therapeutics pour 10,9 milliards. Et puis, souvenez-vous, mercredi prochain, après la clôture, il y aura les résultats de Micron. Et ça peut être important pour les marchés. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous abonnez, vous commentez, vous partagez et on se retrouve très vite depuis l'autre côté de l'Atlantique pour un nouveau Morning Bull Live. Belle journée à tous et bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.